Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous voici ensemble de nouveau pour une vidéo du cabinet Landau Associés avec un sujet qui défraie la chronique dans un grand nombre de territoires avant les intercommunalisations de 2020 ou de 2026. Quid des zonages tarifaires en matière d'eau et d'assainissement? Alors, d'abord, il existe plusieurs souplesses, dont certaines ne sont pas toujours connues. Rappelons que une même entité, une même communauté peut adhérer à plusieurs syndicats, ce qui revient du coup à faire une forme de zonage tarifaire, quelque part, puisque c'est un zonage d'adhésion, c'est l'article L51-61. Et ça conduit la syndicat à avoir sa propre politique tarifaire, zone par zone, exactement comme ce qu'on peut faire aussi avec des conventions. Quand sur l'Eurométropole de Strasbourg, à l'époque CUS, ils ont voulu avoir leur unicité tarifaire, et bien sur une partie du territoire, ils ont adhéré pour la production et le transport au SDEA d'Alsace-Moselle, mais ils n'ont donné la fin du service que par convention au SDEA, ce qui veut dire que sur la fraction de territoire SDEA, c'est le SDEA qui fait tout, mais pour partie au titre d'une compétence transférée, pour partie au titre d'une convention, moyennant quoi la communauté urbaine de Strasbourg aujourd'hui, EMS, a bien une unicité tarifaire et de mode de gestion et de règlement de service, régie, mais avec bien en réalité des structures différentes par territoire. Et rappelons, avant d'aller plus loin, que ces situations de zonage, on va dire d'adhésion, avec les mécanismes des conventions qu'a évoqué Eric, vont bien souvent, dans le cas des transferts à venir au 1er janvier 2020 et 2026, être le fruit tout simplement aussi de situations héritées, avec les mécanismes de représentation-substitution, les communautés héritant parfois d'adhésions préexistantes dans des syndicats qui sont à cheval sur plusieurs périmètres de communautés. Maintenant, on peut aussi tout simplement faire le choix de zoner. Bien sûr, il existe des possibilités de zonage, d'abord des modes de gestion. Je n'ai pas l'obligation, d'abord je vais là aussi hériter de situations, mais je n'ai pas l'obligation d'avoir un seul et unique mode de gestion sur mon périmètre. Ce qui fait que si je fais une partie en régie, une partie en DSP, comme dans l'arrêt Association de promotion et rayonnement des ordres, j'ai différents modes de gestion, en l'occurrence pour des remontées mécaniques, mais eh bien, je vais me retrouver avec évidemment des zonages tarifaires qui vont avec, et finalement, pourquoi pas dans certains cas. Avec même des situations parfois assez amusantes, d'une seule entité, une seule communauté, qui a deux zonages tarifaires, mais pas entre deux délégataires, pas entre la régie et le délégataire pour comparer, encore que parfois c'est aussi fait ainsi, mais parfois aussi entre la régie et la SPL, ce qui peut être une manière aussi de créer une forme de rivalité positive. Stimulation, voilà. C'est peut-être pas vécu toujours comme ça par les intéressés. Et puis je peux faire tout simplement directement un zonage tarifaire. C'est le fameux arrêt Narbonne Liberté 89 du Conseil d'État rendu en 96. Alors pourquoi va-t-on faire un zonage tarifaire d'ailleurs? D'abord, parfois c'est utile, où objectivement on a des services complètement distincts et on veut, parce que d'un point de vue opérationnel, on a besoin d'avoir une stratégie tarifaire propre à certains secteurs du territoire et une autre stratégie sur un autre secteur. Dans l'arrêt Narbonne Liberté 89, c'était entre les deux secteurs très différents d'un point de vue technique de Narbonne-Ville et Narbonne-Plage qui avaient justifié ces deux stratégies tarifaires. C'était plutôt malin d'ailleurs parce qu'ils auraient dit je fais un tarif résidence secondaire. Ça aurait été une illégalité certaine, alors même que les coûts de branchement sont énormes et que rapporté au mètre cube, ça revient en réalité à favoriser les résidences secondaires. Mais passons, c'est l'état de la jurisprudence, toute une série d'arrêts du Conseil d'État en ce sens. Mais si je dis, j'ai deux territoires qui ont leur propre rythme d'investissement, qui ont leur historique différent, et j'ai des comptabilités analytiques différentes, et je ne les ai pas financés à l'époque par la PVR ou autre, tout va très bien, oui, je peux faire des zonages différents. Ça peut être aussi parfois l'occasion d'aller en douceur en matière tarifaire, même si le terme de lissage est plutôt évité. Il n'y a pas comme dans les déchets, ou en cas de passage à fiscalité professionnelle unique ou autre, de mécanisme écrit de lissage. Donc si vous allez devant un juge et vous évoquez un lissage, il vous dira ça n'existe pas. En revanche, je vais partir de situations très différentes sur mon territoire. Et il est probable que je n'aurai pas, au bout d'un an, une harmonisation totale de mes réseaux, des complètes interconnexions, etc. etc. Et partant en plus de situations très différentes, avec parfois des communes où le tarif était très bas, parce qu'en réalité, en grande partie financé par le budget M14, eh bien, je vais pouvoir jouer avec le zonage tarifaire pour peu à peu, au fur et à mesure des investissements aussi, eh bien, faire se rapprocher les tarifications en le justifiant à chaque fois par la réalité technique des réseaux, mais avec une finalité où à terme, j'arrive peut-être vers moins de modes de gestion ou un mode de gestion unique,
une tarification unique, mais j'utilise l'outil pour effectivement mettre en œuvre progressivement cette stratégie. Et puis parfois, il s'agit tout simplement de mettre fin de l'anti-jeu. Vous avez tous vu, bien sûr, notre vidéo sur les transferts des trésoreries en cas d'intercommunalisation des compétences. Et vous avez tous vu donc qu'avec l'arrêt Lamotte-Ternant de 2016, le Conseil d'État, voici les références, nous a dit que finalement le transfert de la trésorerie n'était que facultatif. Il en résulte un certain nombre de cas de hold-up où une commune va récupérer sa trésorerie et transférer des investissements en retard. En pareil cas, la réponse classique de la communauté, c'est de dire si c'est ça, tu finis par faire toi-même des paramètres de gestion très différents qui vont me fonder à faire un zonage tarifaire et c'est ton usager qui va payer, mais moi j'expliquerai à l'usager que c'est ta faute. C'est la technique du tout ton flingueur touche pas au Grisby. En général, on ne la met pas en œuvre, mais on signale que des esprits chagrins pourraient tenter de mettre en œuvre cette stratégie, histoire de ramener la commune à la raison. Exactement. On reste dans le tonton flingueur finalement. Bon. Et puis, on pourrait tenter de pérenniser ces zonages tarifaires. Mais est-ce qu'on a le droit ? Juridiquement, on peut recourir au zonage tarifaire, mais il faut pouvoir le justifier, puisque ce n'est pas comme le lissage, quelque chose où c'est vous êtes autorisé pendant 10 ans, on ne regardera pas. Il faut pouvoir le justifier. Donc si je veux pérenniser, encore plus si je veux pérenniser le mécanisme, il faut vraiment être en mesure de pouvoir défendre ma grille tarifaire. Retenons une chose assez simple sur l'approche du juge par rapport à ça. Lorsque le juge va avoir à analyser une grille avec une tarification unique, il y aura globalement une présomption comme quoi celle-ci, a priori, devrait être bonne, au requérant de justifier que non, on aurait dû créer une différence tarifaire. Et même là, il y a des décisions de justice qui nous disent qu'il n'y a pas forcément un droit à une différence tarifaire, c'est lorsque les niveaux ne sont pas si éloignés. En revanche, si je suis en train de présenter et attaquer sur une grille tarifaire qui crée des zonages, il faut que moi, collectivité qui crée cette grille tarifaire, je sois en mesure de pouvoir défendre et d'apporter des arguments qui permettent de dire, vous voyez pourquoi j'ai 3 tarifs différents, parce qu'il y a tel secteur, voilà comment ça fonctionne, il y a tel secteur, voilà comment ça fonctionne, tel autre secteur, voilà comment ça fonctionne. Alors ça veut dire que du coup, faire des zonages tarifaires en reprenant l'existant et puis y aller progressivement, pourquoi pas. Si en revanche je veux pérenniser ces zonages ou pérenniser des zonages dans la longue durée, il faudra que je justifie dans la moyenne durée, en tout cas, que réellement j'ai des paramètres différents. Il n'est pas rare d'ailleurs que les stratégies soient différentes entre la partie production et transport et distribution, ce qui permet d'y aller doucement aussi pour ceux des territoires qui ont des tarifs bas, non pas en raison de retard d'investissement ou de bonne gestion, mais en raison d'une abondance de l'eau potable. Pour l'eau potable. Et donc là, dans ces cas-là, il arrive qu'une certaine progressivité dans l'élimination des zonages et dans les rapprochements tarifaires soit en réalité une manière d'y aller doucement pour ne choquer personne. Attention enfin, vous aurez aussi parfois l'inertie des modes de gestion. Si vous avez un secteur, vous héritez de plusieurs secteurs en régie, on pourrait aller assez vite au besoin sur des tarifications uniques. Si vous avez des secteurs par contre en DSP, attention, n'allez pas faire la révolution tarifaire. Les éléments tarifaires, même si c'est toujours la collectivité qui fixe les tarifs, sont des éléments substantiels de l'offre. Ne vous retrouvez pas à vouloir baisser artificiellement le prix et à vous retrouver à devoir indemniser à contre-tractant. Ça serait dommage. Ça serait ballot, mais enfin, ceux qui vont le faire dans ce cas-là n'auront pas écouté les bons conseils de leur avocat ou auront mal choisi leur avocat. En tout cas, on est sur un des volets, mais multiples, à prendre en compte avant l'intercommunalisation des compétences eau et assainissement. C'est pour bientôt, 2020 dans certains cas, 2026 dans quelques autres. Sur tous ces points, voir nos vidéos. À bientôt, merci, au revoir. À bientôt.